Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre langue avec cette édition spéciale consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment cette bonne nouvelle en rapport avec ce communiqué commis par la Banque africaine de développement, la BAD, qui officialise donc désormais la première place occupée par le Gabon dans la sous-région Afrique centrale sur le plan commercial et économique. Le Gabon qui détrône donc le Cameroun. C'est le fruit de différentes politiques économiques élaborées par le gouvernement sous les orientations de Brice Clotaire Oligui Nguema, le fruit surtout de l'engagement du Gabon depuis plusieurs années maintenant à diversifier son économie. Dans cette édition spéciale, on parlera donc d'économie. On va revenir sur ces réformes initiées depuis le début de ce septennat présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, les réformes économiques allant dans le sens de la mise en relief de relance devant garantir une transparence dans la gestion des deniers publics. L'objectif, faire des économies pour financer le développement. Vous le savez, depuis le 30 août 2023, plusieurs grands chantiers ont été initiés dans plusieurs secteurs afin de pouvoir faire en sorte que le Gabon, de façon progressive, arrive à rattraper son retard. Et puis on va également parler du social à travers les OPS, les organismes de protection sociale. On mettra le zoom sur la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNAMGS, et la CPPF. Et pour faire le point sur ces deux sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans cette édition spéciale un leader de la société civile gabonaise, Pierre Minsa, en sa qualité de président de la MSTGV, la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Monsieur Minsa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions une fois de plus décrypter l'actualité en lien justement avec la gouvernance économique, sociale aussi, initiée par le gouvernement présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa qualité de président de la République, chef de l'État, mais aussi chef du gouvernement. Avant d'aller dans le vif du sujet en ce qui concerne ces deux principales thématiques qui sous-tendent donc le Saturne dans notre édition spéciale, je voudrais avoir votre point de vue sur ce communiqué de la Banque africaine de développement qui annonce donc depuis quelques heures maintenant ce nouveau classement au sein des instances économiques de la sous-région Afrique centrale, le Gabon, désormais première puissance commerciale et économique, le Gabon qui détrône donc, on va dire, le Cameroun à cette première place. Comment vous réagissez à l'annonce de ce communiqué de la BAD? Merci, monsieur Ange. Vous savez, un tel communiqué nécessite plusieurs interprétations favorables, ambitieuses. Pourquoi? Parce que avec ce communiqué, nous sommes en droit de dire que le Gabon vient de se lancer dans la course, vers la course des grands, sur le plan économique et sur le plan social. Pourquoi se lancer vers la course des grands? Avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il a impulsé à son gouvernement une nouvelle dynamique qui veut que le Gabonais se sente fier de lui, qui veut que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse, qui veut que le Gabon regagne sa souveraineté économique et nationale. Vous comprenez bien que sur le plan économique, il y a bon nombre de réformes qui sont lancées. Sur le plan social, pareil. Et aucun pays au monde ne peut se développer sans passer par les réformes qui sont impulsées actuellement par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État et de surcroît, chef du gouvernement. Je ne peux qu'être fier de ce communiqué et de féliciter de plus en plus les autorités gabonaises. Parce qu'une chose est d'être à la tête, est d'être à la première place de ce classement. Une autre chose est d'en assumer les conséquences pour qu'on ne retourne pas à la deuxième, à la troisième ou à la dernière place.
Voilà. Donc, des réformes initiées, on rappelle tout de même évidemment qu'au nom du principe de la continuité de l'État, il y a donc la volonté affichée depuis le 30 août par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, qui s'était donc évidemment inscrit dans ces principes de la continuité de l'État en faisant aboutir un certain nombre de chantiers. Le Gabon s'est engagé sur la voie de la diversification de son économie, avec déjà une première mesure importante prise par l'ancien président Ali Bongo Ondimba, celle relative à l'interdiction de l'exportation des grumes pour les transformer localement. Et récemment, le Conseil des ministres du vendredi 20 juin dernier avait donc fait l'annonce de l'arrêt de l'exportation du manganèse sous la forme actuelle pour favoriser une transformation locale afin d'apporter une plus-value à l'économie nationale. Donc on voit que Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis le 30 août, s'est lancé dans la logique de la mise en relief de certains chantiers sur le plan de l'industrie extractive, notamment avec Ivindo Iron pour ce qui est du fer dans le Goé-Vindo et l'extraction du fer aussi grâce à un partenariat avec une entreprise sud-africaine à Milingui dans la province de la Nyanga. Donc il faut selon vous davantage faire en sorte que l'industrie gabonaise soit performante pour continuer à doper notre économie? Vous savez, à la mise en place du premier gouvernement de la Ve République, chaque département ministériel a reçu sa feuille de route. Et lors de ce conseil de ministres qui pour ma part reste souverain en ce sens que les mesures fortes ont été préconisées, celles qui consistent à partir du 1er janvier 2029 à ne plus exporter du manganèse brut, vous voyez, et de procéder à la transformation sur place au niveau du Gabon. Ça, c'est un dossier qui est confié au ministère des Mines. Vous voyez, à partir de cet instant, je crois que depuis le 30 août 2023, le ministère des Mines, en partenariat avec la Chine, le ministère des Mines peut déjà nous montrer quelques effets positifs des réformes envisagées dans ce secteur-là pour nous permettre de regagner notre souveraineté sur le plan des mines. Exemple, avec ce partenariat gagnant-gagnant, la Chine a fait un don d'un laboratoire des mines, des produits miniers, à l'État gabonais, qui se trouve aujourd'hui à Mwanda. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne veulent pas comprendre ou bien ceux qui refusent de comprendre? Le manganèse est un produit qui coûte cher. Il sert à plusieurs utilisations. Vous voyez que quand on vendait notre manganèse à l'état brut, avant la décision de la transformation qui aura bientôt lieu, nous, au Gabon, on n'avait pas un laboratoire pour pouvoir analyser la qualité de notre manganèse. Et on partait l'analyser ailleurs. Ce qui fait que vous pouvez prétendre, par exemple, que votre manganèse est de bonne qualité. Vous n'ayant pas déjà les outils nécessaires pour savoir cela, vous envoyez votre manganèse en analyse quelque part et l'État qui reçoit est capable de vous dire, bon, votre manganèse n'est pas de bonne qualité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous venons de gagner déjà là un combat, je veux dire une victoire. Nous n'allons plus exporter, nous n'allons plus envoyer nos échantillons de manganèse à l'étranger pour analyse. Désormais, cela va se faire où? Cela va se faire au niveau de Mwanda, avec le don que la Chine a bien voulu faire à l'État gabonais, la construction d'un laboratoire servant d'analyse des produits miniers. Ce laboratoire va aussi aux alentours créer des emplois, parce que les emplois sont créés dans ce laboratoire et ces emplois seront obligatoirement occupés par les Gabonais. Donc, la mise en place de ce laboratoire va résoudre beaucoup de problèmes, parmi lesquels la souveraineté économique dans ce domaine et en plus, et ensuite de cela, la création d'emplois pour participer à la réduction du taux de chômage qui est déjà élevé au niveau du Gabon. Donc, il y a évidemment ces réformes qui sont initiées par le gouvernement sous les orientations de Brice Clotaire Oligui Nguema, on l'a dit. On a parlé donc de la diversification de l'économie, mais également de cette réalité
sur le plan de l'industrie avec l'érection dans la province de l'Estuaire à quelques encablures de Libreville en Coque d'un complexe industriel sur lequel il y a plusieurs entreprises, évidemment, ce complexe industriel-là qui participe aussi à pouvoir faire en sorte que le Gabon ait un tissu industriel qui est en train de prendre corps année après année. Sur le plan économique, en termes de réforme donc, en ce qui concerne ce septennat naissant, nouveau, dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema en sa qualité de président de la République, il y a donc ces annonces qui ont été faites par le ministre de l'économie, ministre du budget, la lutte contre, également contre la dette aussi, Henri-Claude Oyima, ce qui concerne la rationalisation de la dépense publique, dont l'objectif reste de faire des économies pour financer le développement. Est-ce que le partenaire social que vous êtes, le leader de la société civile que vous êtes, est en phase avec ces réformes? C'est bien. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle réforme? La réforme, c'est un changement. Nous ne pouvons pas être contre les réformes. Parce que qui veut participer au développement du pays doit obligatoirement procéder par un changement de paradigme. C'est ce changement de paradigme qui veut être impulsé, dont l'annonce a été faite par le ministre d'État en charge des finances et de l'économie sous la très haute impulsion du chef du gouvernement qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. À partir de cet instant, essayons de regarder petit à petit les grandes mesures qui ont été prises par le ministre d'État en charge des finances et de l'économie. Premièrement, la suspension temporaire des baux administratifs. Vous voyez, les baux administratifs, la suspension. C'est normal parce que l'État ne peut pas être locataire dans son propre pays. Dans cette optique, bien avant même la mise en place du premier gouvernement de la Ve République, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque président de la transition, avait déjà lancé la construction d'un bâtiment administratif qui s'appelle la cité administrative Émeraude. C'était déjà pour combler ce vide-là, parce qu'un État responsable ne peut pas être locataire dans son propre pays. Deuxièmement, vous savez, il a été démontré que l'État gabonais avait beaucoup plus accordé les exonérations aux entreprises, ce qui creusait un manque à gagner dans les caisses de l'État. L'exonération, c'est quoi, par exemple? Les grandes entreprises, sinon les firmes multinationales implantées au Gabon, avaient ceci de particulier avec les anciens régimes. Elles sollicitent les exonérations sur un produit. L'État gabonais accorde une exonération sur ce produit, mais ils profitent du fait qu'ils sont détenteurs d'une exonération et ils mettent tous les produits à l'intérieur. Et l'État ne gagne presque rien. Si on essaie d'évaluer tout ça aujourd'hui en flux financier, nous sommes à plus de 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA de perte. 1000 milliards de francs CFA de perte pour l'État gabonais. Vous voyez? Donc, la logique aujourd'hui du ministre d'État, je ne suis pas dans son cabinet, mais je crois savoir que la logique aujourd'hui avec ces grandes réformes, c'est de faire en sorte que le Gabon commence à compter sur ses propres recettes avant de se lancer vers les emprunts. Parce que lorsqu'il s'est agi autrefois d'élaborer les budgets au Gabon, on évaluait tellement les dépenses, et c'est après avoir évalué les dépenses qu'il fallait maintenant voir les recettes. Or, la tendance est renversée aujourd'hui. Le ministre d'État dit, nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. Donc, avant de prévoir les dépenses, il faut d'abord voir ce que nous avons de réel dans nos caisses. C'est à partir de nos disponibilités en caisse que nous allons affecter des quotas, des pourcentages dans les départements ministériels. Donc, par exemple, s'il se trouve que l'éducation nationale a besoin de 10% du budget de l'État, vous voyez, c'est par rapport à ce que nous avons de disponible. Pas prévoir un budget à l'éducation nationale en comptant sur les emprunts. Donc avoir une idée exacte. Donc il faut une transparence qui permettrait au gouvernement, au ministre de l'économie, d'avoir une idée réelle de ce que peut produire notre pays quand on a évidemment rationalisé la dépense. Il y a également dans ces réformes l'annonce qui a été faite pour ce qui est des voyages officiels
Voilà. des membres du gouvernement et des hauts cadres de l'administration. Vous voyez, ça va dans le même sens parce que la masse salariale au Gabon, elle est tellement excessive. Je voudrais, une fois de plus, donner une petite simple définition. La masse salariale se définit comme étant l'ensemble des charges et rémunérations supportées par un pays au cours d'une période donnée. Donc, non seulement il y a des salaires, des salaires là-dedans, mais aussi il y a toutes les autres charges qui accompagnent le fonctionnement de l'État. Parmi les charges, il y a les baux administratifs, location des baux administratifs. Parmi les charges, il y a le fait que les membres du gouvernement, même pas seulement les membres du gouvernement, les responsables administratifs voyagent tous au prix, je voudrais dire, au prix hors coût. Hors coût, vous voyez. Donc, c'est des choses qu'il faut régulariser. Et quand on dit ils voyagent, ça veut dire que quand ils procèdent à l'achat de leurs billets, ils n'achètent pas des billets avec leur argent. C'est l'État qui finance leurs billets, mais il va falloir que tout soit limité. J'aurais même voulu que cette mesure aille très très loin. Parce que classe affaires, classe économique, première classe et tout ça, c'est rien. Seul le président doit aller là-bas, mais le premier ministre, les vice-présidents et tous les autres membres du gouvernement, on met tous, parce que c'est le même avion. Dans le même avion, vous avez 3 classes. Vous montez au même moment, vous descendez au même moment. Ça sert donc à quoi de dire, bon, première classe, vous allez là-bas, classe économique, tout ça, c'est rendre encore lourd la dépense publique. Vous voyez, mais c'est déjà un début et nous sommes ravis que l'ensemble des membres du gouvernement comprennent cela. Mais je me souviens aussi qu'à l'époque de Marbongo Père, l'un des ministres phares de la République, en la personne de Mine Ndoumba, avait déjà lancé une telle opération où il partait même à l'aéroport. Malheureusement, dont les fruits n'avaient pas. Oui, vous savez, mais il a osé. Oui. Il a osé. Donc, il partait même à l'aéroport. C'est-à-dire, les gens se sont donné des comportements qui, de nature à perturber leur république. C'est-à-dire, quand le chef de l'État voyage, celui qui n'est pas concerné par le voyage, il part et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que pour un voyage du chef de l'État, il se retrouvait peut-être avec 50 personnes dans l'avion. Tout ça, c'est une perte de temps, c'est une perte de finances. Vous voyez, c'est la même chose aussi avec, par exemple, nos histoires de football et compagnie. Pour 2 athlètes, on met 50 accompagnateurs. C'est du gaspillage économique. C'est du gaspillage économique. Donc, il faut faire des coupes. Il faut revoir à tous les niveaux. Il faut revoir à tous les niveaux. Tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Il faut revoir cela à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Parce que le développement exige beaucoup de sacrifices. Donc, les seules personnes à vouloir faire ces sacrifices ne doivent pas être seulement les membres du gouvernement. Vous voyez, ça devrait aussi même toucher nous autres qui n'avons pas les fonctions. Parce que le développement, c'est un facteur. Pierre Mitsa, il y a d'autres voix qui se lèvent également, soit pour soutenir les réformes, mais aussi peut-être pour rappeler le gouvernement à ses responsabilités et au respect de la parole. Pour ce qui est de la rationalisation de la dépense publique, dans le volet lié à la suspension des baux administratifs que vous avez évoqué tout à l'heure, il avait également été annoncé lors de ce Conseil de ministres l'ouverture ou l'organisation, on va dire d'un audit, l'audit justement, qui permettrait au gouvernement d'avoir une idée précise sur la qualité des contrats qui sont signés entre l'État et les propriétaires de ces différents bâtiments. Mais les Gabonais, il y en a qui se plaignent du fait qu'on annonce souvent à grands coups de tapage médiatique l'organisation d'audit sans qu'on ait des résultats après. Vous savez, je suis d'accord avec toutes ces personnes qui pensent ainsi. Parce que nous avons été habitués à ces annonces fortes, sans effet. Et aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Ce n'est pas à nous de changer ce paradigme-là, c'est à ceux-là qui prennent les décisions. Il y a autrefois, je voudrais dire, l'audit avait commencé sur l'évaluation des salaires de 2023 à 2024. Vous voyez, donc les gens ont été mis en bon de caisse, d'autres ont été suspendus. C'est une opération, l'audit avait été réalisé avec les militaires. Bon, depuis 2023, 2024, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons pas encore des résultats exacts. Qu'est-ce que j'entends par résultats exacts? Oui, la cellule qui a procédé à l'audit a déjà fait une communication publique, vous voyez, mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Et quand je dis la suite, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez encore, depuis novembre 2023, ces Gabonais-là, agents publics, qui sont encore en suspension de solde. Vous voyez? Donc, il est dit que quand on lance l'audit, pour ceux-là dont nous ne sommes pas sûrs de leur présence effective sur le territoire gabonais,
qu'on procède par l'organisation des conseils de discipline pour statuer. Donc, mettre la suspension déjà de ces personnes-là à travers l'audit, c'est déjà une faute grave. Parce qu'on ne peut pas suspendre le salaire si on ne vous a pas déjà traduit en conseil de discipline. Donc, il va falloir que l'organe censé faire cela, et quand je parle de l'organe, il y a le ministère de la fonction publique et il y a le ministère du budget. Donc, cet audit doit obligatoirement connaître les aboutissements, heureux ou malheureux. Je parle de l'audit qui a été lancé sur les salaires. Deuxièmement, il faut lancer l'audit pour ces baux administratifs qui ont été suspendus. Parce qu'il se trouve que l'État continue à payer même un bâtiment où les services publics n'en résidaient même plus. Vous voyez, pendant des années. Donc, nous devons voir les destinataires, sinon les bénéficiaires de ces flux financiers, et on fait une évaluation. Ceux-là qui peuvent répondre de leurs actes devant les tribunaux, qui répondent de leurs actes devant les tribunaux. Et il faut aussi lancer même l'audit sur la mise en, les écoles publiques, les établissements de formation qui ont été retenus par le ministère de la fonction publique pour envoyer les agents publics en stage. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une école qui coûte 800 000 au Cameroun, quand on envoie un Gabonais aller apprendre au Cameroun avec 800 000 francs l'année, que cette école ici au Gabon, que l'école localement coûte 3 millions. Ça veut dire que tous ces contrats-là, le ministre d'État devrait en principe avoir un œil très regardant. Donc, les mises en stage ne doivent plus en principe se faire sans l'appui, sans l'œil averti du ministère du budget, parce que la gestion des ressources humaines, c'est bien la fonction publique, mais la gestion des finances publiques, c'est bien le ministère du budget et le ministère de l'économie et des finances. Et après, au retour de stage, ce n'est plus la fonction publique qui s'occupe des effets financiers, c'est le ministère du budget. Donc, si on ne maîtrise pas déjà la masse salariale qui est engagée pour permettre à ces agents publics d'être en stage dans les écoles qui coûtent excessivement cher au Gabon, vous comprenez que cela risquera encore d'alourdir de plus en plus la masse salariale, alors que l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de réduire la masse salariale, pas par le rabais des salaires, mais par la suppression des suppléments inutiles. Pierre Binssin, toujours dans le volet économique, sur ce segment consacré à la maîtrise de la dépense publique, la rationalisation de la dépense publique. On a dit l'objectif pour le ministre de l'économie, pour le gouvernement, c'est de faire des économies afin de pouvoir financer le développement. Il y a le volet lié donc à la transparence. Ça a commencé déjà avec l'annonce de l'organisation des audits dont on attend les résultats, évidemment. Et puis, il y a d'autres voix qui estiment qu'il faut davantage recourir à la passation des marchés par appel d'offres, qui continuent à dénoncer le gré à gré. On a pris comme exemple la passation de marché entre l'État gabonais et la société Ebomaf en ce qui concerne la réalisation de ce chantier de construction d'une voie de plus de 80 km, je crois 83 km entre Ntoum et Coco Beach. Ce 1er juillet 2025, il y a eu la signature d'une convention de prêt entre l'État gabonais, BGFI Bank et le groupe Ebomaf, la transparence dans la passation de marché. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises de droit gabonais qui n'ont jamais reçu des marchés au niveau du Gabon. Parce que l'attribution de marché se faisait, je veux dire, sur la tête du client, autrefois, les appels d'offres. Donc, quand le président de la transition a fait le tour, nous sommes là dans la transition, avant l'arrivée à la Ve République, il avait donné des marchés sans appel d'offres. Et aujourd'hui, bon nombre de ces entrepreneurs qui ont pris ces marchés ont réalisé les ouvrages. Alors, vous voyez, quand on lance un appel d'offres, ça veut dire que votre entreprise devrait être en conformité avec la loi. C'est quoi être en conformité avec la loi? La CNSS doit être payée, l'entreprise doit faire la déclaration de ses ouvriers. Quand on parle de la CNSS payée, ça veut dire la protection sociale, la part employeur et la part salariale. La GNAM-JS doit être payée, les impôts, ainsi de suite. Bon, comment est-ce qu'on va demander à une entreprise qui n'a jamais reçu de marché depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'être à jour alors que cette entreprise n'a jamais eu un marché de 10 millions? Qu'à cela ne tienne, puisque nous parlons de la transparence et que les gros marchés ne doivent pas être donnés de gré à gré. Parce que là, quand vous parlez de la route Ntoum-Coco Beach, c'est une route à des milliards, Ça coûte des milliards, 83 km.
C'est des milliards. Donc, des contrats de tels contrats avec autant de fonds du contribuable ne devraient en principe pas être donnés de gré à gré. Il faut la transparence dans tout. Cette transparence-là, c'est le ministère de l'économie qui est l'ordonnateur, le ministère de l'économie, parce que les marchés publics se trouvent au ministère, sont sous tutelle du ministère de l'économie, les marchés publics. Donc, il faut désormais installer cette, orthodoxie financière, de sorte que les marchés qui sont attribués soient vraiment attribués en conformité avec la loi. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Parlement s'en saisisse, que les institutions comme la Cour des comptes également s'en parce saisissent que la Cour des comptes a son rôle. La Cour des comptes doit faire effectivement son travail. Bon, nous aussi, nous sommes au Gabon, nous savons que depuis que la Cour des comptes a commencé à faire son travail, et la Cour des comptes n'a jamais communiqué les résultats obtenus de ces multiples enquêtes pour nous. Ça veut dire que la Cour des comptes n'a pas réellement joué son rôle auparavant. Désormais, la Cour des comptes a la possibilité de jouer pleinement son rôle. Mais M. Ange, vous savez, quel que soit ce que l'on peut faire, nous sommes convaincus que la Ve République va réussir. Mais pour réussir, en essayant de réduire la masse salariale pour relancer l'économie, pour financer les projets structurants, les projets d'envergure à fort impact social, ces projets qui sont impulsés par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a un autre aspect. Il faut évaluer les dettes. Et quand on essaie d'évaluer les dettes, il y a certaines entreprises à qui l'État doit de l'argent. Certaines entreprises ont réalisé les travaux à qui l'État doit de l'argent. Et il se trouve aussi que, vous savez que l'administration publique étant le bras séculier de l'État, les agents publics aussi attendent que le ministre d'État regarde aussi, fasse aussi l'évaluation des dettes. Et quand on parle de cette dette-là, au niveau de l'administration publique, il y a la dette relative au gel des avancements automatiques qui se chiffre à des dizaines de milliards et le restant des rappels soldes de 36 milliards. Et je voudrais dire que dans la transition, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait déjà dégagé 2 tranches à hauteur de 70 milliards, dont 35 milliards chacune des tranches. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut vraiment regarder afin qu'on reparte à zéro et éviter qu'à la longue, qu'il y ait encore génération des rappels inutiles. Parce que quand on dit rappel signifie rappelez-vous que vous êtes nul en gestion. Donc la responsabilité évidemment du gouvernement dans cette politique élaborée sous l'orientation de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce qui concerne la rationalisation de la dépense publique, on l'a dit, parfaite maîtrise des dépenses, faire des économies pour financer le développement. C'était donc la première thématique de cette édition spéciale. La deuxième, nous l'ouvrons maintenant pour mettre le marqueur sur les OPS, les organismes de protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNAMGS et la CPPF. Pierre Minsal, alors vous êtes dans votre élément, ce qui concerne donc ces organismes de protection sociale. Où en est-on? Est-ce aujourd'hui un enjeu pour le gouvernement de la République? Quelles sont les différentes réformes annoncées par le gouvernement qui viendraient renforcer cette politique sociale qui existe déjà aujourd'hui au Gabon? Ah, merci Ange. Vous savez, quand on parle de la protection sociale au Gabon, chacun devrait se sentir concerné. Et au Gabon, nous avons la chance que la première caisse qui a été créée en 1976. Là, il s'agit de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Commençons par cette caisse-là, qui est la plus ancienne. Il n'y a jamais eu de démocratie dans cette caisse. Pourquoi? Parce que... Quand vous parlez de démocratie, c'est sur le plan de la gouvernance, du management? C'est sur le plan de la gouvernance. Je le dis parce que nous sommes membres de la CIPRES et nous devons d'appliquer les recommandations de la CIPRES. Le conseil d'administration commence par là. Le conseil d'administration est l'organe de décision. La direction générale est l'organe de mise en œuvre. Donc, le chef hiérarchique d'un DG dans les OPS ou des IPS, c'est selon. Donc, dans les caisses, c'est le président du conseil d'administration. Je dis bien, c'est leur chef. Mais il se trouve aujourd'hui que les DG sont plus puissants que les PCA.
ça fait problème. Comment vous justifiez le fait que un DG, il se balade avec 10 gardes-corps? Et ça impute les dépenses qui doivent être, les finances qui doivent être servies aux retraités. Vous voyez? Ça sert à quoi? Un DG qui va se balader avec 10 gardes-corps, c'est du gaspillage financier. C'est le cas à la CNSS depuis de longues années. Au niveau du conseil d'administration de la CNSS, il n'y a pas de démocratie. Parce que le président du conseil d'administration doit passer à l'élection. Dans les caisses, nous avons la CNSS, la CNAMGS et la caisse de pension de prestations familiales qui s'occupe des agents publics. La CNSS et la CNAMGS, ce sont des caisses, y compris même la CPP, ce sont des caisses contributives. Et dans ces caisses contributives, les deux premières citées, nous avons 3 éléments clés. Le travailleur, le patronat et l'État. Voilà le tripartite. Donc, quand il s'agit de mettre en place un conseil d'administration, le candidat doit être présenté, je veux dire, aux administrateurs, quitte à passer au vote. Au niveau de la CNSS, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Le seul organisme qui a appliqué cette démocratie, c'est la CNAMGS. Parce que le président du conseil d'administration de la CNAMGS aujourd'hui est du patronat. Il est passé au vote et il a été plébiscité non seulement par le patronat, mais aussi par les travailleurs. Alain-Claude Kouakoua. Bon, oui, je crois que c'est lui, Alain-Claude Kouakoua. Donc, il a été plébiscité non seulement par le patronat, mais aussi par les travailleurs. D'accord. Pierre Mintza, restons sur la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. On sait qu'il y a 3 ans, cette CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, est passée par une période trouble de crise. On était même, je pense, au bord de la cessation de paiement. Alors, c'est une entité publique ou parapublique. C'est les entités parapubliques. Henri-Claude Oyima, lorsqu'il était à la tête de la Fédération des entreprises du Gabon, a beaucoup milité pour que la CNSS passe sous pavillon privé. Quel est votre regard par rapport justement à la gouvernance, puisque vous êtes en train de parler de gouvernance? Est-ce que cette entité devrait-elle passer sous pavillon privé pour améliorer sa gouvernance, puisque cette gouvernance, ces 20 dernières années, a été fortement décriée vu la façon dont ça a été géré? Ça a été une entreprise dans laquelle on a recruté à tour de bras, en recrutant souvent des personnels qui n'avaient pas le profil adapté pour y travailler. Comment vous réagissez, vous répondez à cette question? Je crois qu'il y a eu incompréhension dans les propos d'Henri-Claude Oyima. Monsieur Henri-Claude Oyima parlait de la gestion. Ça veut dire que la gestion de la CNSS devait être semblable à la gestion du privé, avec la rigueur. Et quand on parle de l'implication du patronat, le plus gros employeur de la CNSS, le plus gros cotisant à la CNSS, c'est qui? C'est l'employeur. C'est l'employeur. Oui. Et l'État a des dettes au niveau de la CNSS. Donc, celui qui est conforme là, c'est l'employeur. L'employeur, c'est qui? C'est le secteur privé. Attention. Les gens vont peut-être nous dire que ce soit à la CNSS ou à la CNAMGS, les entreprises du privé doivent. Il faut faire la différence entre le principal et les pénalités. Vous voyez, pour ces entreprises-là, et pour aller dans le même sens que M. Henri-Claude Oyima à l'époque, mais ça ne coûte rien à la CNSS d'organiser un conseil d'administration et que le patronat se présente comme candidat. Dès lors que le candidat sort du patronat et qu'il est plébiscité par les pairs, ça veut dire que la bonne gestion commence à cet instant-là, parce qu'au moins un PCA qui sort du privé, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la matière en la gestion, il y aura de la rigueur. Il y aura de la rigueur. Alors à cet instant-là, la CNSS et la CNAMGS étant sous tutelle du ministère des Affaires sociales, ces organismes de protection sociale ne peuvent pas relever du domaine privé typiquement. Non,
Ce ne sera pas bien. Ces organismes resteront toujours sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Alors, on a Je parlé... voudrais même ajouter, même la CPPF devrait aussi être là-bas parce qu'ailleurs et partout dans le monde, aucune caisse n'est sous tutelle du ministère de l'économie et du budget. Alors, lorsque cette Caisse nationale de sécurité sociale est passée par cette période trouble, le gouvernement, à l'époque, a mis en place un conseil de surveillance, je crois, pour essayer de relancer la gouvernance, la gestion de cette Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui encore, de façon publique, on n'a pas sur la place publique les différentes réformes qui ont pu être élaborées, accouchées et qui auraient la particularité de pouvoir véritablement remettre la CNSS en ordre de marche. Le problème au niveau de la CNSS ou ailleurs, c'est que quand on parle des réformes, les gouvernants de ces caisses-là pensent que les seules réformes doivent être appelées les réformes paramétriques. Ça veut dire que l'employeur doit augmenter son taux de cotisation, le salarié aussi doit augmenter son taux de cotisation. On doit revoir l'âge de départ à la retraite, on doit revoir le taux d'annuité, on doit revoir ceci. Ce sont les réformes paramétriques. Mais les réformes paramétriques ne peuvent avoir lieu que si et seulement s'il y a les réformes institutionnelles. Et quand on parle de la réforme institutionnelle, on commence par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est l'organe de décision. Et une fois la décision est prise en conseil d'administration, le directeur général n'est que l'exécutant. Donc le chef hiérarchique d'un directeur général des caisses, c'est le président, le président du conseil d'administration. Bon, nous parlons de la CNSS. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte justement qu'il y ait... Les politiques. Les politiques ont mis à terre nos caisses contributives. Les politiques. Les nominations par-ci, par-là, alors que nous sommes membres de la CIPRES, nous devons obligatoirement respecter les recommandations de la CIPRES. Vous voyez, pour être DG dans ces caisses, ça doit se passer par appel d'offres. Et l'appel d'offres est examiné par qui? Par le conseil d'administration, en sécession. Bon, je vous ai dit à l'entame, quand on prend un peu... Moi, je rencontre les ministres qui se baladent sans aide-camp, qui vont à Montbois, qui vont à Rio. Ils sont sans aide-camp. Il ne leur arrive rien du tout. Autrefois, à l'époque de mon beau-père, je ne fais pas sa publicité, Jacques Adieno était au volant de son véhicule, n'est-ce pas? Parfois même le président de la République actuelle, il se balade même sans aide-camp. Qu'est-ce qui justifie que les DG soient tellement entourés des aide-camps? Dès lors qu'on est entouré des aide-camps, le PCA n'a pas d'aide-camp, qui est supposé être le chef hiérarchique d'un DG, mais le DG a un multiple visages d'aide-camp, et cela opère automatiquement dans le budget de l'État. D'accord, vous parlez donc, premier point, c'est sur le plan institutionnel, vous venez de parler du PCA, et le second point, toujours sur ce volet lié à l'aspect institutionnel. Oui, à l'aspect institutionnel, oui. Je crois que la bonne gouvernance commence par la réforme institutionnelle. Mieux, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la CNSS, j'avoue qu'au niveau de la CNSS, il y a des syndicats qui connaissent le travail. Tous les syndicats de la CNSS connaissent le travail. Mais si et seulement si les responsables de la CNSS pouvaient être en harmonie avec les syndicats, je crois qu'on allait sortir la CNSS, on allait remettre la CNSS dans ses lettres de noblesse. Mais en termes de gouvernance, justement, on est sur le plan institutionnel, en termes de gouvernance, qui définit les priorités? Est-ce que ce sont les syndicats qui définissent les priorités en termes de gouvernance? Les syndicats sont les partenaires. Le partenaire veut dire que vous et moi, nous jouons dans la même équipe et nous nous mettons au service pour améliorer la qualité des services offerts aux usagers. C'est ça le partenariat. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la CNSS, nous en parlons comme ça, mais ça fait mal. Il y a des retraités qui sont à la retraite depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas encore entrés en possession de leur première pension. Vous le savez, ça existe. Aujourd'hui, au niveau de la CNSS, oui, on va nous dire que tous les employeurs ne payent pas, mais si tous les employeurs ne payent pas, qu'est-ce que la CNSS attend pour faire le contrôle sur le terrain? Bien sûr, le premier exemple que vous venez de prendre, qui est responsable? Pourquoi justement cet état de fait? Pourquoi est-ce qu'un retraité qui est un employé qui est allé où La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, pourquoi? Un aide-camp, il est payé à combien?
Oui, mais là, vous charges, réduisez tout aux aides non, s'il vous camps. plaît, s'il vous plaît. Le Les fait, charges, le fait qu'il y ait des milliers de les Gabonais qui charges. soient allés à la retraite, qui n'ont pas encore perçu leur pension retraite, ça n'a rien à voir avec les aides camps. OK. La CIPRES dit les charges d'une entreprise, caisse, ne doivent pas, je crois, dépasser 20%. Les charges. Mais allez-y voir au niveau de ces caisses. Pourquoi vous n'insistez pas sur la dette de l'État, justement, vis-à-vis de la CNSS, puisque vous reconnaissez que l'État gabonais doit énormément d'argent, hein, plusieurs milliards à la CNSS? Nous sommes d'accord. Mais l'État doit à tout le monde. L'État est un mauvais payeur. Oui, les seuls qui ne doivent pas beaucoup d'argent, c'est les opérateurs du privé. Ils ne doivent pas beaucoup d'argent, sauf les quelques pénalités. Mais le principal est payé. Mais pourquoi justement, que faire pour que cette situation trouve une solution, que l'État arrive à... C'est facile. Comment? L'État doit s'acquitter de sa dette. L'État doit payer totalement sa dette. La CNSS doit exactement faire son travail et il faut réduire les charges liées au fonctionnement de la CNSS. Parce que je vous assure qu'ils sont bien payés. Je ne dis pas qu'ils ne font pas le travail. Ils font bien le travail, mais le fait que les charges dépassent la norme recommandée par la CIPRES, cela cause quand même un tout petit peu... Mais en termes d'économie, on a, je pense, certains estimé qu'il fallait que la CNSS essaie de se délester de son patrimoine immobilier, puisque la CNSS... Les hôpitaux? Oui, à part les hôpitaux, il y a d'autres bâtiments qui ont été acquis par la CNSS sous la gouvernance des anciens directeurs généraux dont je ne citerai pas le nom. Mais si ces bâtiments-là sont constituent le patrimoine de la CNSS, la CNSS peut les mettre à vendre pour renflouer les caisses. C'est facile, ça ne dérange personne. Bon, en principe, vous savez, nous insistons beaucoup sur la gouvernance, mais nous avons quand même un exemple de bonne gouvernance. Hein. La CNAMJS, le conseil d'administration de la CNAMJS est passé par un vote. Je l'ai dit à l'entame. Et le vote a consisté à choisir un membre qui revient du patronat. Il a été plébiscité et par le patronat et par l'ensemble des administrateurs représentant les travailleurs. Il y a une mauvaise politique qui existe dans ces caisses. Laquelle? Permettez-moi, j'ai pour habitude de dire ce que je pense. Le PCA, jusque-là, il n'a pas encore occupé son bureau, le PCA de la CNAMJS. Il ne s'est pas encore rendu là-bas. Parce que le bureau coûte excessivement cher. Il ne part pas. Il préfère rester là où il doit être, à son ancien bureau. Parce que le bureau coûte excessivement cher. Bon, comment est-ce qu'on va... Là, je parle au niveau des caisses. La CPPF est locataire. Ça veut dire que la CNAMJS loue, c'est ça? Non, la CPPF est locataire. Vous êtes en train mais de le parler président de du conseil d'administration de la CPPF n'a pas le bureau dans les locaux de la CNAMJS. Oui. Au niveau du conseil d'administration de la CNAMJS, le président n'a pas ses locaux dans ses bureaux dans les locaux de la CNAMJS. Le président loue quelque part et ça coûte cher. Donc le président du conseil a estimé qu'il ne voulait pas aller là-bas parce que ça coûte excessivement cher. Vous voyez? Voilà déjà un élément de bonne gouvernance. Bon, moi, m'aurait mis là, je partais. Parce que pour moi, je ne veux pas pratiquer la bonne gouvernance. Bon, quand un président du conseil d'administration arrive à la caisse de, je voulais dire, à la CNAMJS, mais devant sa porte, c'est au moins 20 millions qu'on lui remet pour dire bienvenue. Bon, cet argent-là, pourquoi on va donner ça à quelqu'un qui a déjà un salaire mensuel, puisqu'il est permanent? Donc, pour dire bienvenue au nouveau président du conseil d'administration, c'est au moins 20 millions, un sac de 20 millions. Mais les 20 millions-là peuvent permettre de faire l'évacuation d'un Gabonais économiquement faible. Les 20 millions-là peuvent permettre d'améliorer les plateaux techniques au niveau des hôpitaux. Pour quelqu'un qui a un salaire, à son arrivée là, à la CNAMJS, monsieur, oui, soyez les bienvenus, 20 millions. Je fais quoi avec? Vous voulez quel genre de véhicule? Je veux un véhicule qui coûte 98 millions. Pendant ce temps, il y a des problèmes de prise en charge quelque part, soit par mauvaise volonté des hôpitaux ou des pharmacies. Donc, nous devons tout faire pour, vous savez, la réforme, hein, elle coûte cher, la santé coûte cher, elle a un prix. Si on veut avoir une santé de qualité,
il faut mettre suffisamment de moyens. C'est-à-dire qu'on a créé au Gabon, depuis 1960, des organismes, des agences, notamment entre 2009 et 2023. D'ailleurs, il y a plusieurs agences qui ont été dissoutes. Mais malheureusement, il y a des pratiques qui se sont installées, qui ont fait en sorte qu'on puisse obérer les budgets de ces différentes entités qui ont été créées. Donc, des pratiques peu orthodoxes dans le domaine de la gestion des finances de ces différents organismes. Monsieur Ange, pour nos 3 caisses, restons conformes aux recommandations de la CIPRES. La CPPF a un conseil d'administration, n'est-ce pas? Mais ça ne respecte pas les normes de la CIPRES. Le président du conseil d'administration doit se faire élire par les administrateurs. Le seul organisme qui a fait cela, c'est la CNAMJS. C'est quand même un coup de chapeau. Les autres doivent s'aligner. Une fois ce travail est fait, le conseil d'administration devrait présenter un candidat au poste de directeur général à travers l'appel d'offres, le candidat qui va répondre le mieux aux critères. Et une fois celui-là est déterminé, il doit comprendre qu'il n'est pas le chef, il n'est pas un électron libre. Le problème chez nous au Gabon, c'est parce que nous pensons que quand on est DG, nous sommes des électrons libres. Pierre Minsa, vous citez abondamment la CIPRES. On sait que le Gabon, évidemment, est membre de plusieurs organismes à l'échelle internationale. Le Gabon signe ou ratifie des conventions à l'échelle internationale. Malheureusement, ces conventions, parfois, n'ont pas un pouvoir contraignant. La preuve, c'est que là, ces responsables administratifs de ces 3 caisses, par exemple, malgré le fait qu'elles soient affiliées à la CIPRES, mais ne se sentent pas obligées de pouvoir aller dans le sens des réformes, des normes, des standards élaborés par la CIPRES. Non, vous savez, l'opérateur de mise en œuvre dans ces caisses, c'est la direction générale. Si la direction générale est en conflit avec le président du conseil d'administration, qui est supposé être le chef hiérarchique, ça veut dire que les normes CIPRES ne peuvent pas rentrer en vigueur. Parce que le président du conseil d'administration n'est pas dans la mise en œuvre. Il est dans la prise de décision. Ces décisions doivent être mises en pratique par la direction générale. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que désormais, puisque nous sommes dans la réforme, effectivement, ça doit faire partie des éléments de la réforme. La réforme de nos EPS, la réforme profonde de nos EPS, de sorte que chacun fasse son travail à son niveau. C'est-à-dire que depuis, vous l'avez dit, 1976, avec la création de la CNSS, et au fur et à mesure, le Gabon a renforcé plus ou moins sa politique de protection sociale avec la création, après la CNSS, de la CNAMJS et de la CPPF. Mais avant la CNAMJS, il y avait la CNGS, oui, la Caisse nationale de garantie sociale. Donc depuis les années 70, le Gabon a mis en relief les mécanismes qui lui ont permis de pouvoir améliorer sa politique de protection sociale. Oui, c'est une bonne chose. Cette politique, malheureusement, avec le temps, c'est plus ou moins étiolé par rapport à la gouvernance. Et là, on est comme à la croisée de chemin. Selon vous, il y a nécessité de reformer en profondeur, sinon ce modèle de protection sociale-là va à volo. Effectivement, vous savez, les gouvernants pensent que quand on parle des réformes, il faut simplement parler des réformes paramétriques. Parler de réformes, pas de réformettes. Voilà. Ils pensent qu'il faut simplement se limiter aux réformes paramétriques. Mais non. Nous devons mettre en place 2 types de réformes. Les réformes institutionnelles, qui reposent sur la bonne gouvernance et le mécanisme de respect des mesures et des recommandations de la CIPRES, et les réformes paramétriques, qui consistent à relever les différents taux, augmenter l'âge de départ à la retraite, élargir la seuil de cotisation, le taux d'annuité et ainsi de suite. Ça, ce n'est qu'un seul petit élément. Ce petit élément seul ne peut pas amener la bonne gouvernance au sein de nos caisses. Il faut commencer par les réformes institutionnelles et après les réformes institutionnelles, nous tombons dans les réformes paramétriques. Donc pour vous, c'est clair, l'enjeu aujourd'hui, c'est les réformes en ce qui concerne la gouvernance de ces 3 caisses. Oui, c'est ça le principal chantier. Mais ça rentre aussi même dans les ambitions
du gouvernement, du premier gouvernement de la Ve République, il faut tout réformer, il faut tout refaire. C'est l'une des missions. Et la protection sociale a un coût. Bon, vous savez, en 2024, le président de la transition devenu plébiscité au 12 avril 2025, président de la République, Brice Oligui Nguema, en 2024, il avait fait payer les retraités du secteur public à hauteur de 28 milliards. La dette relative à la non, je voudrais dire, au non-arrimage, il avait fait. Et tout dernièrement, nous sommes en début 2025, il a payé la deuxième tranche qui est restée pour les retraités. Vous voyez, c'est une bonne chose. Mais la pension, quand on regarde maintenant au niveau du privé, mais la pension privée n'a jamais été revalorisée. Mais pour penser à la revalorisation de la pension du privé, il faut d'abord passer par les réformes. Les réformes institutionnelles, et après les réformes institutionnelles, les réformes paramétriques. C'est comme ça qu'on peut emmener la révision, sinon la revalorisation de la pension au niveau du secteur privé. Et dès lors qu'on touche la valorisation de la pension au niveau du privé, ça veut dire obligatoirement que dans le secteur privé, il faut rentrer dans la révision des conventions collectives. Dans la révision des conventions collectives se trouve le point culminant du secteur privé, le SMIC, qui, depuis des années, je voudrais rappeler que le SMIC était de 44 000. C'est en 2003, avec notre grand président de l'époque, Omar Bongo Ondimba, le SMIC est parti de 44 000 à 80 000. Oui. Donc c'est depuis 2003. De 2003 à nos jours, le SMIC n'a plus jamais connu une quelconque amélioration. Le SMIC qui est de 80 000 aujourd'hui, il n'est pas à confondre avec le revenu minimum mensuel qui est de 150 000. Donc dès lors que le SMIC est revu à la hausse, automatiquement c'est la pension qui sera revue à la hausse. Comprenez donc que ce sont les projets qui sont interdépendants. Ça veut dire qu'on ne peut faire l'un sans toucher l'autre. Pierre Mitsah, on est arrivé quasiment au terme de l'émission. Il nous reste 1 minute avant de mettre un terme à cette édition spéciale. Que pouvez-vous dire en guise de conclusion par rapport aux thématiques que nous avons abordées dans cet entretien? En guise de conclusion, le gouvernement de la Ve République a lancé des réformes salutaires. Ces réformes salutaires se doivent être mises en application pour que le projet de société de son Excellence Brice Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement, arrive à terme, que ce projet de société se réalise. Et dans ce projet de société, selon ces axes, vous avez vu tout dernièrement, dans son ambition de moderniser le Gabon, de développer le Gabon, il y a une ville verte qui va être créée dans bientôt. Quand vous êtes au carrefour les 9 provinces, toute la forêt là, qui ne nous a jamais rien donné, cette forêt sera bientôt transformée en ville verte. Ville verte, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc d'ici 1 an, on va commencer déjà à voir des choses palpables à ce niveau-là. En guise de conclusion, je voudrais dire qu'au niveau du ministère des Mines, le ministère des Mines a un chantier vaste. Un chantier vaste. Il faut de la rigueur. Parce que quand on parle des mines, nous ne devons plus seulement vivre que du pétrole, mais tous les autres produits miniers ici, le ministère des Mines devrait de plus en plus se mettre au travail parce que l'avenir du Gabon peut aussi dépendre des mines. Il y a déjà eu le laboratoire des mines, c'est bien, mais que les autorités des mines continuent à faire leur travail. Merci Pierre Mitsah, merci d'être passé sur le plateau de cette édition spéciale pour que nous décryptions l'actualité qui prévaut au Gabon. L'édition spéciale, ce 2 juillet 2025, est revenue sur la rationalisation de la dépense économique souhaitée par le président Brice Oligui Nguema et mise en forme par le gouvernement dans l'optique de faire des économies pour financer le développement. Et la seconde thématique était donc consacrée aux organismes de protection sociale, les OPS, que sont la CNSS, la CNAMGS et la CPPF, des organismes de protection sociale qui ont donc besoin de la mise en place d'une véritable gouvernance pour pouvoir garantir une efficacité dans la politique sociale du gouvernement en matière de protection sociale. Merci de nous avoir regardés. Je recevais Pierre Mitsah, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.